Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Acteurs de la science. Collection dirigée par Richard Moreau, professeur émérite à l'Université de Paris 12. Claude Brzezinski, professeur émérite à l'Université de Lille. La collection Acteurs de la science comprend des études sur les acteurs de l'épopée scientifique humaine, des inédits et des réimpressions de textes écrits par les savants qui firent la science, des débats et des évaluations sur les découvertes les plus marquantes et sur la pratique de la science. Dernier titre paru. Roger Tessou, Paul Solier contre Sigmund Freud, l'hystérie démasquée 2013. Gérard Braganti, l'invention de l'exploration cardiaque moderne 2013. Jean-Louis, Mémoire d'un enfant de Colbert 2013. Élie Wolff, Michel-Eugène Chevreul, 1786 à 1889. Préface de Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie. Réflexion sur la chimie et l'art par Hervé Dys, 2013. Roger Tessou, Gabriel Andral, pionnier de l'hématologie 2012. Yvon Michel Briand, Aspect de la résistance bactérienne aux antibiotiques 2012. Roger Tessou, Charcot, Freud et l'hystérie 2012. Gilali Adjoui, Camille Arambourg, un paléontologue de l'Algérie à l'Afrique profonde. Préface d'Yves Coppens 2012. Jacques Marc, Comment l'homme quitta la Terre 2012. Georges Mathieu, La Sorbonne en guerre, 1940 à 1944, suivi de Journal de la Libération de Versailles. Préface de Jean-Marie Mathieu, 2011. Norbert Gwald, L'épidémie et la démorésilience, 2011. Rana Ben Azouna et Rida Hamdan, Histoire de la pharmacie en Tunisie, 8e siècle 1976, 2011. Jean-Pierre Aymar, Karl Landsteiner, L'homme des groupes sanguins 2011. Pierre Pajot, La santé des Limousins et des Périgourdins au XIXe siècle, 2011. Yves Delange, Jean-Henri Fabre et Louis Pasteur, Conversation au bord de la Sorgue. Préface de Richard Moreau, 2011. André Audoineau, Chronique d'un médecin colonial. Préface de Richard Moreau, 2011. Roger Tessou, L'aigle et le caducée. Médecin et chirurgien de la Révolution et de l'Empire, 2011. Daniel Dufour, Sur les traces de Georges Lommel 2011. Jackie Toin, Une autre façon de concevoir la maladie, 2011. Henri Delornat, Les tribulations d'Henri en Pologne occupée, 1941 à 1945, 2010. Jean Boulaine, Richard Moreau et Pierre Zer, Éléments d'histoire agricole et forestière, 2010. Jean C. E. accent aigu A, Une vie de mathématicien. Mes émerveillements, 2010. Anne-Claire Déré, La science pour le meilleur et contre le pire. Maurice Javillier, 1875 à 1855. Note de l'édition par Richard Moreau. Préface de Philippe Kourilski, 2010. Remerciements. Les auteurs remercient Gilles-Marie Moreau, qui a mené à bien la mise en page et la réalisation de ce livre. Dédicace. Aux naturalistes inconnus. Introduction. Le panthéon des savants retient des grands noms dont, à tort ou à raison, on considère qu'ils ont fait la science. On leur attribue des rues ou des places. Les politiques les offrent comme modèle à l'admiration des enfants des écoles à condition que les éléments de leur biographie en fassent des gens présentables, pas tellement pour leur valeur scientifique, qu'à cause de l'exemplarité de leurs vertus républicaines, celles qui conviennent aux maîtres de l'heure en fonction de l'ère du temps. Les mannes d'Alexis Carrel, 1873 à 1944, prix Nobel de physiologie ou médecine 1912, en savent quelque chose. À côté de Louis Pasteur, 1822 à 1895, génie incontestable et l'une des gloires nationales qui ont le plus servi depuis le XIXe siècle, d'autres, grands ou petits, connus, rares ou inconnus, les plus nombreux, ont fait aussi la science, dont l'histoire, écrivait Jean Rostand, nous révèle la dignité du plus humble effort, car il n'est point d'éclatantes découvertes qui n'aient été précédées et préparées par d'obscures tentatives. Dans son apologue sur la être sans être, le professeur Henri Gossen semblait aller en sens inverse. L'arbre a une dignité particulière et on n'a pas à le traiter comme une lysimache ou un pain de coucou. L'arbre crée le milieu. L'inégalité est une loi de la nature. Malgré nos idées démocratiques, si les divers hommes ont la même dignité, ils n'ont pas la même importance.
Ces deux textes se complètent en fait. Dans la nature, des rapports biotiques, positifs ou négatifs, interviennent entre les composants des écosystèmes, des plus grands aux plus petits, avec pour résultat l'organisation harmonieuse des biocénoses. Il en va de même pour la science. La compétition y existe aussi comme partout, au point que des sociologues ont vu une guerre dans la discussion sur les générations dites spontanées au XIXe siècle. Mais ils ont oublié, ont-ils su, que lors des controverses de Pasteur avec Félix Archimède Pouchet ou avec le médecin anglais Charlton Bastian, il y eut des discussions animées, certes, mais à terme, la synthèse consacra l'importance relative de chacun, le être et le pain de coucou. On ne veut pas dire que les adversaires n'aient pas joué eux aussi un rôle positif dans l'aventure, observait Jean Rostand. En contraignant par leur entêtement, par leur obstination, les antispontanistes, Pasteur et ses collaborateurs, à mieux clarifier et définir les conditions de leurs expériences, en les poussant dans leur retranchement, en les forçant à resserrer toujours davantage les mailles de leur filet, les spontanistes, partisans de la génération spontanée des organismes vivants, ont sûrement concouru pour leur part au progrès du savoir. Même si les erreurs de Bastian furent patentes, écrit Émile Duclos, toute notre technique actuelle est fille de ces objections au travail de Pasteur sur les générations spontanées, parce que les deux adversaires, sans être d'égale force, avaient le même culte et la même foi. Bastian a fouetté la science du mauvais côté, mais il l'a contrainte à avancer. Retenons culte et foi sous la plume de l'agnostique Duclos. La science, affaire de vocation, est un sacerdoce avant d'être un gagne-pain. Chacun y a sa place pourvu qu'il ne soit pas dogmatique. À défaut, elle ressort d'un univers stalinien à la Lysenko qui mène à tous les délires et elle n'est plus la science. Lorsque Philippe Van Tighem évoquait Pierre du Chartre, notice 2, il était proche de ce que Jean Rostand écrivit plus tard sur le rôle des petits dans l'avancement de la connaissance. S'il n'a pas marqué son empreinte dans la science par quelque géniale et retentissante découverte, s'il n'a pas allumé une nouvelle lumière, ce qui est donné à bien peu, il a su, du moins, entretenir celle qu'il avait reçue de ses prédécesseurs, en augmenter l'éclat et la transmettre ainsi accrue à nous, ses successeurs. Transmettre une petite flamme est l'ambition de tout savant qui souhaite laisser sa trace, même minime et pour un temps au moins, dans l'immense corpus qui s'accroît sans cesse, de la connaissance humaine, les naturalistes procédant le plus souvent par saut de puce dans la progression du savoir. Le mot naturaliste remonte au XVIe siècle. Amateurs ou professionnels, les naturalistes s'intéressent aux sciences naturelles, botanique, zoologie, géologie, la botanique de terrain ne pouvant se priver de la troisième et celle-ci des deux autres pour l'étude des fossiles. Les dénominations ont changé après l'arrivée de la biologie moléculaire. En 1964, les mots botanique, zoologie, géologie, jugés sans doute trop vieillots, ont été rayés des intitulés de troisième cycle au profit de nouvelles dénominations choisies pour donner l'illusion du mouvement. À ce sujet, comment ne pas mentionner la biologie intégrative, inventée par une grande institution nationale et qui semble recouvrir nos sciences naturelles d'autrefois. On ne voit pas ce que la science a gagné à ce terme molièresque incompréhensible pour le béotien, et qui aurait étonné Linné, 1707 à 1778, le fondateur de la systématique moderne, Gaston Bonnier et d'autres plus près de nous. Les naturalistes étaient, en reste-t-il beaucoup, d'abord des généralistes qui, en se spécialisant, partageaient avec les autres un langage commun. Ainsi, le professeur Henri Humbert 1887 à 1967, qui fut mon cher premier patron, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, membre de l'Académie des sciences, 1951, en son temps maître incontesté de la systématique végétale, tropicale notamment, faisait des récoltes d'insectes, en toute connaissance de cause, pour des entomologistes du Muséum, ou pouvait disserter sur le premier caillou venu. Il en était de même de Théodore Monod, 1902 à 2000, également professeur au Muséum national d'histoire naturelle, membre de l'Académie des sciences, correspondant, 1946, membre titulaire, 1963, directeur de l'Institut français d'Afrique noire, à Dakar, dont j'ai eu également le privilège d'être l'ami. Son savoir était tout aussi encyclopédique, et c'était une merveille de discuter science avec eux. Avant d'être réformé à partir de 1970, le système universitaire français visait à offrir une vaste culture scientifique que tous partageaient. L'étudiant était tenu à un travail personnel qui dépassait de loin le nombre d'heures de cours. Dans mon introduction au beau livre d'Yves Delange,
J'ai cité le certificat de zoologie et physiologie animale du professeur Antoine Julien, en 1954, à la faculté des sciences de Besançon. Le cours de zoologie portait sur les procordés et celui de physiologie sur celle du cœur de l'escargot, mais pour être reçu, il fallait connaître la zoologie et la physiologie animale, le non traité, en totalité. Aux variantes près, il en allait de même des autres certificats. L'étude des collections zoologiques et le terrain en botanique et en géologie étaient essentiels. Ainsi devenait-on naturaliste. Après 1970, on a saucissonné les disciplines et organisé un staccanovisme de la recherche. Succédant à un enseignement fragmenté, devenu hybride avec des disciplines diverses et intégrant des thèmes littéraires ou autres, le mariage de la carpe et du lapin, ce qui se traduit forcément par une baisse de niveau dans les disciplines scientifiques, la micronisation des sujets des thèses nouvelles à réaliser en 3 ans, durée des bourses, a fait des doctorants des techniciens travaillant sur des sujets propres au laboratoire d'accueil ou suggérés par des bailleurs de fonds extérieurs. Ces travailleurs, comme les nommait Van Tighem, sont des pions dans un système que la plupart sont incapables de dominer. On ne leur demande d'ailleurs pas. À comparer avec les thèses de doctorat d'État de naguère dont j'ai connu un exemple, exceptionnel et excessif, c'est vrai. J'étais à son jury à Rennes vers 1980, dont la préparation avait duré presque une vie. Microbiologiste, mais naturaliste et botaniste de cœur, c'est en pensant à nos maîtres, qui nous ont appris à faire des thèses longues et réfléchies et qui nous ont inculqué la joie de connaître, que j'ai commencé à rédiger des notices de naturalistes dont l'aventure a jalonné l'histoire des sciences naturelles au XIXe siècle. Puis l'idée m'est venue de les compléter et d'en faire un volume. Yves Delange, du Muséum national d'histoire naturelle, et le professeur Paul Ozinda de la Faculté des sciences de Grenoble, membre de l'Académie des sciences, correspondant 1972, membre titulaire 1982, ont bien voulu m'apporter leur contribution. Il ne s'agit pas ici d'une histoire de la biologie française, mais d'un choix d'histoire de naturalistes majoritairement botanistes, dont les noms sont rarement restés dans la mémoire collective, y compris celle des scientifiques, sauf peut-être Jean-Henri Fabre, l'un des fondateurs de l'écologie et de l'éthologie, plus célèbre au Japon qu'en France d'ailleurs, ou Gaston Bonnier pour ses flores toujours rééditées. Tous sont nés au XIXe siècle, sauf Charles Nodier, fin du XVIIIe, la date limite de naissance étant 1900. Dans ce volume volontairement éclectique, nous rencontrerons 2 entomologistes. Charles Nodier, plus connu comme écrivain et qui fut aussi botaniste, voir sa promenade de Dieppe aux montagnes d'Écosse, dont une gravure en couleur orne la première page de couverture de ce livre, de même que Jean-Henri Fabre d'ailleurs. Quoique muni d'un doctorat, celui-ci privilégia son terrain d'observation, son laboratoire en somme, et il enseigna par la plume, loin de toute contrainte. Jules Marcoux, géologue des Amériques, l'ami de Pasteur, représente la géologie. Les autres notices sont consacrées à Pierre Duchartre, excellent botaniste d'abord pyrénéen, dont la carrière illustre les difficultés rencontrées à l'époque, et peut-être encore maintenant, par un botaniste de vocation pour faire une carrière universitaire sans sortir de l'école normale supérieure, qui bâtit Pasteur à l'Académie des sciences et qui fut l'un des intermédiaires entre les facultés des sciences napoléoniennes et celles modernes, au docteur Antoine Magnin, floriste et biogéographe lyonnais et jurassien, à Gaston Bonnier et à sa Flore de France. J'ai donné une place à un amateur, Joseph Chantéry, car les amateurs aussi ont fait la science. Théry, qui tenait à Lyon un magasin de confection pour dames, fut un mycologue reconnu micromycète. La génération suivante fut fauchée ou très perturbée par la Grande Guerre de 1914 à 1918. Joseph Virieux, jeune savant prometteur tué en 1915, représente la génération des scientifiques qui ont manqué à la France, pendant inconnu comme tant d'autres, de Charles Péguy, 1873 à 1914, poète inoubliable, mais pour combien de temps encore ? La notice consacrée à Lucien Plantefol montre ensuite comment la guerre, qui le marqua dans sa chair, modifia son trajet scientifique. Il devint un maître au prix d'une remarquable reconversion. Henri Gossen enfin, mobilisé en 1914 dès sa licence ès sciences naturelles obtenue, fut blessé et resta prisonnier en Allemagne pendant 3 années. Partant de son expérience pyrénéenne acquise très jeune, il médita au cours de sa captivité sur la représentation cartographique de la végétation. Au retour, il fut un biogéographe de grande qualité. On lira ses notices comme des histoires sur une époque révolue.
Par leur variété, elles nous feront croiser beaucoup d'autres naturalistes. Elles renseignent sur la progression des sciences naturelles en France, la botanique tout spécialement durant le XIXe siècle et au début du suivant. En même temps, elles éclairent l'évolution difficile des facultés des sciences dans la même période, la plupart des politiques faisant des facultés des variables d'ajustement ou les tenant pour rien. Mais cela a-t-il vraiment beaucoup changé? Ce sera l'objet de la postface. 1. Charles Nodier. 1780 à 1844, conteur et naturaliste. Avec Charles Nodier, auteur des Tristes, de Trilby, de la Fée aux miettes et de beaucoup d'autres contes et nouvelles, nous commençons par un naturaliste inattendu. Si certains savent encore qui fut ce riche, aimable et presque insaisissable polygraphe, comme disait Sainte-Beuve de cet écrivain connu pour ses contes et pour avoir été le bibliothécaire de l'Arsenal à Paris, plus personne ne se souvient depuis longtemps qu'il fut un naturaliste passionné, formé à la fin du siècle des Lumières et au début de la Révolution de 1789, en ce temps où Jean-Jacques Rousseau s'enthousiasmait pour la science aimable, Scientia amabilis de Linné, dans son refuge suisse de l'Île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne. On peut même dire que Charles Nodier fut un savant des Lumières. Son seul biographe de ce point de vue a été le docteur Antoine Magnin, professeur de botanique et doyen de la faculté des sciences de Besançon à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. C'est d'autant plus étonnant que Charles Nodier fut surtout un entomologiste, tandis que le médecin Magnin était hygiéniste, botaniste et bon géologue. Il est vrai que Nodier, à l'instar de beaucoup en son temps, fut botaniste, zoologiste, minéralogiste et même géologue. Je m'inspire ici pour l'essentiel du livre de Magnin, livre aussi complet que complexe. Écrit de manière très analytique, il couvre avec beaucoup de détails toute la carrière scientifique de l'écrivain. Pour alléger, je n'y ferai pas de renvoi particulier. Le livre de Léonce Pingot, très détaillé aussi, s'intéresse à la jeunesse et à la personnalité de Charles Nodier. Je citerai Sainte-Beuve et Francis Ouet d'après le docteur Magnin. Enfin, dans son discours de réception à l'Académie française où il succéda à Charles Nodier, Prosper Mérimée a évoqué la passion du bibliothécaire de l'Arsenal pour l'entomologie. Je me suis inspiré aussi de l'introduction et des notes de Pierre-Georges Castex aux contes, de certains textes des contes et nouvelles, repris des citations de Magnin, du voyage en Écosse et du dossier de police de Nodier enfin. Je signale pour finir la biographie romancée de l'écrivain par Marguerite-Henri Rosier, et sur le plan de l'histoire littéraire, le livre de Jean Lara. L'éducation révolutionnaire de Charles Nodier. Charles Nodier, né à Besançon le 29 avril 1780, mort à Paris le 27 janvier 1844, était le fils naturel, légitimé par mariage en 1791, d'Antoine Melchior Nodier, 1738 à 1808, et de Suzanne Paris, une Polinoise de 20 ans sa cadette. Melchior Nodier était un échappé de l'Église, Pingot. En effet, il fit partie, comme confrère ou auxiliaire laïque, de la congrégation des oratoriens et il enseigna d'abord les humanités à Salins puis à Lyon. En 1771, Charles Nodier, 1780 à 1844. Gravure extraite de l'ouvrage d'Antoine Magnin. Était avocat au barreau de Besançon, juge châtelain d'une seigneurie des environs et orateur, dans la loge maçonnique de la Parfaite Union. Il comptait parmi les praticiens qui végétaient au second rang de leur corporation, et passeront d'emblée au premier, grâce à la Révolution. Son fils, considéré par Pingot comme un enfant prodige, eut de ce fait une jeunesse révolutionnaire dès 11 ans, ce dont témoigne son dossier de police. Maire de Besançon, Melchior Nodier présidait le tribunal criminel du district et fut responsable de nombreuses exécutions capitales. Sa femme n'était pas moins ardente. Le père entraîna même son fils au pied de l'échafaud par manière d'éducation. L'enfant en fut marqué pour la vie. Mais prenons Charles au lendemain du 9 Thermidor. Le 10, Besançon, qui ne savait encore rien des événements parisiens, célébrait la fête de l'enfance à l'ex-église Sainte-Madeleine, sur la rive droite du Doubs, au faubourg de Battant, où habitaient et travaillaient les ancêtres de Pasteur, et commémorait la mémoire de Joseph Barra, 1779 à 1793, et d'Agricole Viala, 1780 à 1793, figure de l'imagerie républicaine. Charles Nodier fut l'orateur du Club des Amis de la Constitution. Juché dans la chair,
Il lut une apothéose de ces deux jeunes héros de la République. Si son imagination vive le porta à se prendre pour leur émule, il fut vite dégrisé. 2 jours après, en effet, arrivait la nouvelle de la chute de Robespierre. Melchior Nodier crut alors prudent de mettre son fils à l'abri dans un lieu plus propre au développement de son intelligence qu'un club révolutionnaire. C'était d'autant plus urgent que ceux qui avaient applaudi sa faconde enfantine à l'ex-église de la Madeleine se hâtaient de condamner ses étourderies. Mais l'adolescent avait surtout besoin d'effacer de sa mémoire les violentes émotions récentes. Les images de l'échafaud et du cimetière des suppliciés, lieu-dit des guillotinés, dont il aurait suivi les convois, émotions dont il faisait part à ses camarades. Le voyage que le père Nodier organisa en Alsace pour son fils en 1793, dans la compagnie de l'accusateur public Bisontin Rambourg et d'un fabricant de bas nommé Detrey, qui allaient témoigner tous deux à Strasbourg en faveur de l'adjudant général Perrin, accusé de trahison, fut une première diversion, pas du meilleur goût. À cette occasion, le jeune Nodier dîna avec le général Pichegru. Surtout, il fit un séjour de quelques semaines à Witzenheim, près de Colmar, chez un ministre protestant correspondant de Giraud-Chantran. Dans Séraphine, Nodier a raconté comment ce pasteur, fort amateur de papillons, l'aida à soulever le voile le plus grossier de cette belle Isis, dont les secrets délicieux devaient mêler tant de charme quelques années après aux misères de mon exil. J'étais rentré dans mes montagnes, le filet de gaz à la main, la boîte de fer-blanc doublée de liège dans la poche, la loupe et la pelote en sautoir, riche et fier de quelques lambeaux d'une nomenclature hasardée qui m'initiait du moins au langage d'un autre univers, où je pourrais marcher le cœur libre, la tête haute et les coudées franches, avec plus d'indépendance que ne m'en promettait le monde factice des hommes. Ce fut le premier contact de Charles Nodier avec l'entomologie. Le ci-devant citoyen Justin Giraud-Chantran. Pour éloigner son fils assez longtemps et pour calmer son cerveau et son imagination en délire, Francis Way, Melchior Nodier choisit le village de Novillars, proche de Besançon. Il l'envoya à Justin Giraud-Chantran, 1750 à 1841, qui s'y était retiré dans une simple maisonnette, en vertu de la loi du 30 Floréal an 2, 19 mai 1794, qui interdisait le séjour des nobles ou présumés tels dans les places de guerre. « Je ne connais pas d'homme plus vertueux que toi », écrivit le père de Nodier à Giraud-Chantran. Tu mériterais de n'être point gentilhomme, sic, mais obéis à la loi, emmène mon enfant, je te le confie, tu lui apprendras à connaître la nature et la vérité. Giraud-Chantran, petit, contrefait et d'une figure charmante, était un homme du temps jadis, plein d'indulgence, de sérénité, voué à l'amour de la nature, à l'étude des sciences, aux recherches de la botanique et de l'entomologie, Francis Way. À la Révolution, ce disciple de Jean-Jacques Rousseau offrit 100 écus à la Société populaire, pour l'achat de subsistances destinées aux armées, moyen de désarmer les maîtres du jour. C'est ce qui le fit distinguer par Nodier père. Né en 1750 à Besançon, il était le 10e enfant sur 12 d'Antoine Giraud, seigneur de Novillars et Nézet. Il était appelé de Chantran à cause de biens qu'il possédait dans ce village du premier plateau, comme son frère aîné François Giraud se faisait appeler de Novillars parce qu'il avait reçu en Noiry le château du pays. Émile Fourquet avait raison de citer Giraud-Chantran, et Giraud-Novillars sans particule. Avant et après la Révolution en effet, on se l'octroyait facilement pour faire croire à quelque noblesse. Ainsi on se faisait appeler Dumoulin si l'on possédait un moulin. Antoine, Jean-Baptiste Robert Auger de Monthyon, créateur des prix de vertu de l'Académie française et de prix à l'Académie des sciences avant et après la Révolution, est un cas connu. Les Auger étaient une famille d'Europe qui avait dû son établissement et sa fortune au règne du roi Henri IV. Son père, Jean Auger, était magistrat. En 1709, il acheta la terre de Monthyon-en-Brie, dont il devint seigneur, au sens de propriétaire des droits, ce qui n'anoblissait pas pour autant. Il prit le nom de sa terre et on lui donna du baron par courtoisie. Son fils naquit le 26 décembre 1733. Il fit carrière comme intendant et trafiqua sur les blés. Un autre exemple célèbre est celui de Nicolas Louis-François, 1750 à 1824, dont le rôle fut essentiel dans la réédition du théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres, 1539 à 1619, en 1804 à 1805. D'origine modeste, ce Lorrain d'origine servit tous les régimes de Louis XVI à la Restauration.
Nommé comte sous le Premier Empire, à son patronyme plébéien François, il ajouta de Neufchâteau, chef-lieu d'arrondissement vosgien où il avait été conventionnel, devenant François de Neufchâteau, prénom et nom sous lesquels il est connu, indit devant les précédés. Naturaliste, botaniste plutôt, Justin Giraud-Chantran le fut de même que Lavoisier fut chimiste, leur fortune le leur permettait. Bon mathématicien, il fit d'abord une petite carrière militaire dans le génie, ce qui l'amena à servir durant 2 ans, 1775 à 1777, aux Antilles et à Saint-Domingue. Là, il confectionna un herbier de plantes exotiques et étudia les insectes, dans le droit fil de la mode qui avait suivi la publication par Linné, du Systema Naturae, du Genera Plantarum et du Species Plantarum, 1754. Il s'intéressa aussi à la minéralogie. C'était l'époque des naturalistes de la ligne de Jean-Jacques Rousseau. Monsieur Florence, le régent botaniste des 2 frères, les Rantzau d'Erckmann-Chatrian, en est un exemple romancé abouti. Le cœur battant, il achète au colporteur savoyard un livre cher pour lui de botanique de Jussieu. Puis, herborisant dans la montagne, il exprime les mêmes émotions que Jean-Jacques Rousseau parcourant l'île Saint-Pierre avec le Systema Naturae de Linné et une loupe. Rien n'est plus singulier, écrivait le philosophe, que les ravissements, les extases que j'éprouvais à chaque observation que je faisais sur la structure et l'organisation végétale, et sur le jeu des parties sexuelles dans la fructification, dont le système était alors tout nouveau pour moi. La distinction des caractères génériques, dont je n'avais pas auparavant la moindre idée, m'enchantait en les vérifiant sur les espèces communes en attendant qu'il s'en offrît à moi de plus rares. La fourchure des 2 longues étamines de la prunelle, le ressort de celle de l'ortie et de la pariétaire, l'explosion des fruits de la balsamine et de la capsule du buis, 1000 petits jeux de la fructification que j'observais pour la première fois me comblaient de joie, et j'allais demandant si l'on avait vu les cornes de la prunelle, comme La Fontaine demandait si l'on avait lu Habakkuk. Saturés de nouveautés, nous ne nous figurons plus l'émerveillement, le choc catalytique des premiers contacts avec la science, l'illumination, la révélation au sens religieux du mot, celle qu'apporte le vert irradiant d'une cétoine ou les flammes mordorées d'une tanche glissant dans les eaux, ou la vibration ondulante du fouet d'un protiste sous l'objectif. Giraud-Chantran revint à Besançon avec une retraite de capitaine obtenue à 43 ans, pour raison de santé. Il commença avec Sylvestre François Lacroix des recherches chimiques et microscopiques sur le nouvel ordre des plantes cryptogames, qu'il publia en 1802, avec 36 planches. On y trouve la première mention connue de zoospores chez les algues d'eau douce. D'après Fourquet, Giraud-Chantran aurait soumis son texte à la Société philomatique et ses cahiers et planches auraient été communiqués à un Genevois, nommé Vaucher, qui se serait approprié certaines de ses découvertes. Auguste Pyramus de Candolle dédia à Giraud-Chantran le genre Chantrantia, algues. En 1810, Giraud-Chantran fit paraître un essai sur la géographie physique, le climat et l'histoire naturelle du département du Doubs, en 2 volumes, première tentative de statistique des productions naturelles, minéraux, plantes, animaux, du département. L'Émile ou son double. Avec le Linné-Comtois, comme Sainte-Beuve surnommé Giraud, une médication naturaliste ou plutôt botanique et entomologiste fut appliquée à l'adolescent en 1794. Au début de Séraphine, Charles Nodier a donné un portrait de Monsieur de C., qu'au temps d'où je parle, on appelait plus communément le citoyen Justin, octogénaire dans le récit. Néanmoins, il n'y a aucun doute sur l'identité d'un homme qui fit connaître aux jeunes garçons Shakespeare et Bernardin de Saint-Pierre, l'Arioste, le Tasse et Don Quichotte, mais aussi les savants du moment Lavoisier, Claude Berthollet. Comme on essaie avec l'instinct philosophique, Nodier ouvrit en même temps sans être distrait par les bruits de la rue, les troubles révolutionnaires du début de l'adolescence du jeune homme, le Montaigne qu'on lui laissait feuilleter depuis à l'apostrophe Enfance, livre auquel il allait bientôt joindre le voyage sentimental de Sterne vers Terre et Faublas. Après avoir évoqué dans Séraphine les trésors de bonté et le grand savoir de son mentor, qu'il se refusait de comparer à Platon, Fénelon 1651-1715 ou Malesherbes, car cela lui ferait du tort, sic, Nodier terminait son portrait ainsi. Le vulgaire soupçonnait qu'il était fort versé dans la médecine, parce qu'on le voyait toujours le premier et le dernier au chevet des pauvres malades et qu'il était à son aise parce qu'il fournissait les remèdes, mais on le croyait aussi un peu bizarre,
parce qu'il était avec moi le seul au pays qui se promenait dans la campagne armé d'un filet de gaz et qui en fauchait légèrement la cime des hautes herbes, sans les endommager, pour leur ravir quelques mouches aux écailles dorées, dont personne ne pouvait expliquer l'usage. Cette analogie de goût rapprocha bientôt nos âges éloignés. Cette phrase montre que le pasteur de Witzenheim avait certainement donné au jeune Charles le goût de l'étude des insectes. Un problème surgit, semble-t-il, entre le père de Charles et Giraud. On n'en connaît pas la raison. Dans Séraphine, on trouve une phrase sibylline. Le hasard voulut que Justine eût été l'ami de mon père dont le mien fut un moment jaloux, curieuse tournure, mais ils s'entendirent mieux pour mon bonheur que les 2 mères du jugement de Salomon. Durant les 5 mois de ce séjour enchanteur, Justine Giraud-Chatrans fut le Jean-Jacques Rousseau de Charles Nodier et celui-ci son Émile. Effrayé du débordement d'idées, du désordre d'imagination de ce cerveau toujours en délire, Monsieur de Chantran enseigna à l'enfant un peu de mathématiques par manière de potion réfrigérante, sic. Il y joignit la botanique et l'étude des insectes dans laquelle Charles, avec sa mémoire surprenante, ne tarda pas à exceller, notait Francis Way. Sainte-Beuve précisa que l'enfant ne mordit qu'à l'histoire naturelle, mais qu'il y mordit si bien que toute son activité fébrile, toute son imagination désordonnée, furent détournées vers ses occupations d'une nature plus paisible que celle qu'il avait connue jusque-là. Auprès des frêles créatures livrées à son microscope, observe Pingot, il oublia vite les bêtes humaines avec lesquelles il avait si complaisamment hurlé. Mais son subconscient n'oublia rien. Le cauchemar de Lucius, dans Smara. Lucius se voit accusé en rêve du meurtre de son ami Polémon, car celui-ci était mort sur le champ de bataille pour lui et à cause de lui. Cauchemar que l'on retrouve d'une autre manière avec le Michel de la Fée aux miettes, montre qu'il fut partie intégrante de la vie intérieure de Charles Nodier. Pas plus que Lucius ou Michel, l'écrivain trop jeune n'avait cédé à la moindre tentation criminelle, mais le sang qu'il avait vu l'éclaboussait. L'échafaud revient souvent dans les contes, et la terrible histoire d'Hélène Gillet dans le cycle des innocents fut peut-être la thérapie psychanalytique de choc par laquelle le narrateur chercha le plus à échapper à ses souvenirs. Les dernières lignes s'inscrivent dans la campagne de Nodier contre la peine de mort. Il ne faut tuer personne. Il ne faut pas tuer ceux qui tuent. Il ne faut pas tuer le bourreau. Les lois d'homicide, il faut les tuer. Dans Séraphine encore, Nodier décrit la maison de Giraud-Chantran et les sorties botaniques et entomologiques du mentor avec son élève. Le matin, Justine vaquait à ses affaires, à celles du village et à celles des gens puisqu'il les soignait. Pendant ce temps, le jeune Charles se livrait à l'entomologie avec la passion du néophyte, courant à la recherche du petit bouquet d'aunes ou de bouleaux qui balançait à ses feuilles tremblantes des eumolpes bleues comme le saphir et des chrysomèles vertes comme l'émeraude. La jolie coudray qu'affectionnaient ces élégants atélabes d'un rouge de lac, si semblable aux graines d'Amérique dont les sauvages font leur collier, la plantation de jeunes saules où le grand capricorne musqué venait déployer les richesses de son armure aventurine, et répandre ses parfums d'ambre et de rose, la flaque d'eau voilée de nénuphars aux larges tulipes et de petites renoncules aux boutons d'argent, où nageait le dytique aplati comme un bac, et du fond de laquelle l'hydrophile s'élevait sur son dos arrondi comme une carène. Il trouva même des espèces assez rares comme le Carabus auronitens, dont il raconte qu'il lui apparut dans l'ombre humide que portait le tronc humide d'un vieux chêne renversé, sous lequel il reposait éblouissant comme une escarboucle tombée de l'aigrette du Mogol. L'après-midi et les soirées étaient consacrées à la formation théorique et pratique. Notre journée d'investigation commençait régulièrement à midi, après le repas du matin, et durait jusqu'à la nuit, car nous étions d'intrépides marcheurs. Nous allions et revenions en courant, moi, questionnant sur tout ce qui se rencontrait, lui répondant toujours et à tout par des solutions claires, ingénieuses et faciles à retenir. Il n'y avait pas un fait naturel qui ne fournît matière à une leçon, pas une leçon qui ne fit sur moi l'effet d'un plaisir nouveau et inattendu. C'était un cours d'études encyclopédiques mis en action, et je suis sûr maintenant que tout autre que moi en aurait tiré grand profit. Mais mon imagination était trop mobile pour n'être pas oublieuse. Cet aveu explique l'évolution de Nodier dans la vingtaine d'années suivantes. Les jours de pluie et de neige, car en 1794 il y eut dans nos montagnes de la neige à la fin de mai, n'étaient pas perdus. Dans nos leçons comme dans nos promenades, chaque fête avait son instruction. Chaque heure avait aussi son emploi.
Et rien n'est plus propre à enlever au travail sa physionomie sévère que la variété des études. Les mathématiques nous délassaient de la chimie, et les beaux-arts des sciences. Je m'entretenais avec facilité dans le souvenir tout récent de mes études latines par la lecture assidue et passionnée de nos méthodistes, les systématiciens, qui avaient pris tant d'empire sur mes pensées que je n'en concevais pas une seule sans qu'elle vînt à se formuler subitement en phrases concises et descriptives, hérissées d'ablatifs, comme celle de Linné. Cette formation, qui dura moins d'un semestre, produisit chez Nodier un enchantement dont il conserva toute sa vie le souvenir enthousiaste. Dans Séraphine, il décrivit le ravissement amoureux qui saisit le naturaliste découvrant l'échantillon rare. J'en ai beaucoup cherché, des joies, depuis l'âge de 20 ans, j'en ai goûté beaucoup qui faisaient envie aux plus fortunés. Pas une seule cependant que ma bouche n'accueillit d'un sourire amer, et qui ne pénétra mon cœur d'une angoisse de désespoir. Que de larmes brûlantes j'ai versées dans les extases du bonheur, qui ont été comptées pour des larmes de ravissement parce qu'elles n'étaient pas comprises. Faites comprendre, si vous le pouvez, à une âme éperdue d'amour, qu'il est un moment de vos jours passés dont sa tendresse ne peut combler le vide éternel, et que cette minute, dont la rivalité impérieuse et triomphante éclipse tous vos plaisirs, est celle où vous avez trouvé le carabus auronitens. Il n'y a pourtant rien de plus vrai. Cette extase, cet oubli de soi et des autres devant la trouvaille sont la marque du savant. Cette éducation rousseauiste apte à occuper l'esprit et le corps de l'adolescent, ne pouvait qu'enthousiasmer son esprit vif et il l'a dit lui-même, ne pousser qu'à la science un jeune homme aux mœurs qui furent très tôt passablement dissolues. Reste que, passé la fête, adieu le sein. L'imagination trop mobile pour n'être pas oublieuse de Nodier le fit passer à autre chose. Justine Giraud-Chantran n'est pas nommée dans la dissertation sur l'usage des antennes dans les insectes, et de l'organe de l'ouïe dans les mêmes animaux, que Luxot, voire plus loin, et Nodier publièrent en 1798, et il apparaît 2 fois dans la description d'insectes nouveaux, texte inédit de 1797. D'après Jean Lara, il semble que Nodier se chargeait de la rédaction des mémoires. En 1801, une lettre d'Antoine Melchior Nodier nous apprend que Giraud-Chantran allait faire un rapport sur la bibliographie entomologique que Charles avait publiée à Paris, pour l'organe de la Société d'agriculture du Doubs qu'il avait fondée en 1799 et dont le jeune homme avait été nommé correspondant. Ensuite, on ne trouve plus aucun élément dans les œuvres de l'écrivain, qui vint rappeler le souvenir de Giraud-Chantran sinon, en 1807, le vers suivant d'une poésie datée de Dole, L'ombre, où Charles Nodier se souvient de Chantran qui réunit Aristote et Newton, si. Ce fut tout jusqu'en 1832. Dans les souvenirs de jeunesse et dans Séraphine, l'écrivain rendit alors à son vieux maître l'hommage dont j'ai parlé, mais en partie peut-être pour les besoins de la littérature. En 1834, à sa demande, Francis Way alla voir Giraud-Chantran, qui était devenu réellement octogénaire et qui lui parla avec émotion des collections de l'écrivain. Le 18 février 1832, il avait remercié Charles Nodier de l'envoi qu'il lui avait fait d'un exemplaire de ses souvenirs. « Vos souvenirs d'un commencement d'adolescence, mon cher Charles, lui écrivit-il, qui embellissent tous les objets sur lesquels il se rattache, sont bien flatteurs pour votre ancien ami. Le précieux témoignage d'affection et d'estime dont vous l'honorez dans votre joli roman de Séraphine, le dédommage de ce qu'il est forcé de se reconnaître infiniment au-dessous du citoyen Justine. » Finalement, les rapports de Charles Nodier et de Giraud-Chantran furent caractéristiques de ce qui se passe souvent entre individus d'âge très différents. Dès qu'un jeune homme vole de ses propres ailes, l'oubli de ceux qui l'ont aidé à ses débuts vient naturellement. Les rapports entre Nodier et Giraud-Chantran furent voisins de ceux qui existèrent entre le docteur Claude-Marie Germain, le médecin salinois qui initia Jules Marcoux à la géologie, voir notice 4. Néanmoins, la différence fut importante. Marcoux n'eut jamais d'autre projet que devenir géologue. Nodier, débordant d'idées, évolua dans un autre monde que celui de Giraud-Chantran. Marcoux continua d'écrire à Germain depuis les États-Unis, mais Nodier oublia son maître durant 30 ans. Entre Marcoux et Germain, l'éloignement fit se distendre les liens mais l'affection restait. La même chose arriva entre Pasteur et son maître Jean-Baptiste Biot, à cette différence que la conduite du premier par rapport au second fut assez désinvolte à la fin de la vie de Biot, qui avait été son Pygmalion, qui avait tout fait pour le faire élire très tôt à l'Académie des sciences et à qui le jeune savant avait dû véritablement le lancement de sa carrière.
Intermède botanique. Charles Nodier rentra à Besançon à l'automne 1794. Un jeune ingénieur des ponts et chaussées, François-Marie Julien Luxot, dit de la Thébaudet, était arrivé à Besançon en septembre. Il n'est connu que par sa collaboration avec Charles Nodier, indiqué par le docteur Magnin, et ne figure pas dans les souvenirs de l'écrivain. Outre un âge plus proche que celui de Justine, Luxot avait 11 ans de plus que Nodier. Les deux jeunes gens partageaient une communauté de goût pour les sciences naturelles, l'entomologie pour Luxot. Une bonne année plus tard, donc début 1796, Nodier s'inscrivit avec Luxot à l'école centrale qui ouvrait ses portes. D'après Pingot, leur liaison amicale daterait de là. Ils suivirent ensemble le cours de Jean-Antoine de Glos de Besse, ou de Besse, dit Chenel, qui enseigna à Besançon de 1796 à 1804. Né en Ardèche en 1751, il oscilla entre les carrières militaires jusqu'en 1780, ecclésiastique de 1780 à 1792, enseignante de 1792 à 1804, pour revenir dans les ordres en 1804 et mourir curé de Viroflay en 1825. Professeur d'histoire naturelle, de Besse, qui avait une préférence marquée pour la botanique, prépara une flore du département du Doubs d'après l'herbier de Giraud-Chantran, mais il ne la publia pas. Il organisa un jardin botanique, et il emmenait ses élèves herboriser. Charles Nodier passa un brillant examen de fin d'année, au cours duquel il montra des opinions entomologiques si avancées, indique Droz dans ses notes sur le collège de Besançon, que le jury les accueillit avec des réserves. En réalité, le maître était dépassé par l'élève, mais, précisait Droz, il est juste d'ajouter que Nodier devait cette supériorité aux soins particuliers de Giraud de Chantran, qui était devenu administrateur et examinateur à l'école centrale. Cela peut expliquer aussi, c'est du moins ce que pense Léonce Pingot, que les relations nouvelles entre lui et Charles Nodier ne pouvaient plus être les mêmes. Le reste de la carrière de naturaliste de Nodier montre qu'il dut moins à de Besse qu'à Giraud-Chantran et à Luxot. Néanmoins, il profita des leçons de botanique des deux premiers lors d'excursions dans les Vosges et le Jura, autour de Paris et lors de son voyage en Écosse. Les notes et les planches botaniques de son livre de voyage témoignent des connaissances d'un amateur éclairé qui avait lu l'essai géologique sur l'Écosse de Boué, tout en disant qu'il entendait le moins la géologie, et la Flora Scotica de William Hooker, 1785 à 1865, que l'écrivain manqua d'assez peu et avec qui il avait compté herboriser. Hooker lui prêta son guide ordinaire, vieillard vif, agile, ingénieux, pénétrant comme le sont généralement ces montagnards. Le chapitre 22 des Promenades est consacré aux résultats d'excursions botaniques que Charles Nodier fit avec ce guide. Il ne manquait nulle part de retrouver la plante curieuse qui avait excité dans le savant professeur, Hooker, un sentiment de simple plaisir, de surprise, d'enthousiasme ou de ravissement, et de figurer sa sensation par des exclamations ou par des gestes qui ne m'ont pas trompé une fois sur l'importance de ma découverte. Enfin, je me contentais de recueillir les espèces qui me frappaient le plus par la nouveauté de leur aspect. Heureux d'en ajouter quelques-unes au riche envoi dont M. Hooker m'avait chargé pour Bory de Saint-Vincent, et certain de trouver auprès de celui-ci des notions claires et brillantes qui prolongeraient longtemps le charme de mes explorations et le plaisir de mon voyage. C'est presque sous ses yeux que j'écris ces pages où rien ne m'est absolument propre que l'avantage d'avoir vu moi-même en courant, ce que je ne pouvais décrire que d'après les autres. Suit une discussion sur ces trouvailles, qui témoignent d'une culture certaine et d'un indéniable flair botanique et surtout cryptogamique, puisque ces deux planches en couleur sont consacrées à des fougères, à des mucinées, des sphènes et des lichens, ce qui n'était pas chercher la facilité. La botanique profita des dons poétiques de Nodier. Comme exemple de poésie botanique, on peut citer un fragment du Bengali, daté de Léopoldsruhe 1811, où l'on trouve ce raccourci biogéographique curieux, qui me rendra l'aspect des plantes familières, mes antiques forêts aux coupoles altières, des bouquets du printemps mon parterre épaissi, le houx aux lances meurtrières, l'encolie au front obscurci, le jonc qui des étangs protège les lisières, et la pâle anémone et l'éclatant souci, L', orme géant des bois que la foudre a noirci, le sapin, le mélèze, ombres hospitalières, érèbe que le jour n'a jamais éclairci, et de franges irrégulières, l'humble toit décoré par les bras des vieux lierres. Les arbres que j'ai moi ne croissent point ici. À cette catégorie appartiennent aussi le buisson, la violette, le printemps,
mais ce furent surtout les insectes qui tentèrent l'âme poétique de Charles Nodier et qui occupèrent une partie importante dans sa vie jusqu'en 1820. Au-delà, ce fut tout. En effet, même si Charles Nodier démontra en Écosse notamment des compétences certaines en botanique et en cryptogamie, ce fut à l'entomologie seule qu'il s'intéressa de manière quasiment professionnelle. Initiation à l'entomologie, Luxot et Nodier. Entre Luxot et Nodier, ces deux passionnés d'entomologie, selon Magnin, une véritable collaboration scientifique semble s'être établie, avec comme élément le plus caractéristique la publication de la dissertation sur le rôle des antennes, où les auteurs entendaient démontrer que le sens de l'ouïe existait chez les insectes et résidait à l'extrémité de ces organes. Ce fut l'origine d'une polémique avec Constant Duménil, 1774 à 1860, zoologiste, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et à la faculté de médecine de Paris, Académie des sciences, 1816. Cet ami de campagne de Biot revendiqua la découverte, mais Nodier réclama contre lui en 1804 dans le journal Le Citoyen français. Les choses s'arrangèrent par la suite et les rivaux se lièrent d'amitié après une rencontre fortuite à Amiens en 1810. En 1835, ils représentèrent ensemble l'Institut de France à Montbéliard pour l'inauguration de la statue de Georges Cuvier, Charles Nodier pour l'Académie française où il avait été élu 2 ans plus tôt, et Duménil pour l'Académie des sciences. À la lecture du livre du docteur Magnin, on a l'impression que Luxot porta à Charles Nodier l'affection d'un grand frère à un cadet qui était en besoin de conseils. Ayant sans doute ressenti les inconvénients d'un tête-à-tête trop exclusif, il l'élargit en constituant dans une période où toute association était suspecte, une Philadelphie qui vit le jour avec quelques amis, parmi lesquels figurait Charles Weiss, 1779 à 1866, futur bibliothécaire de la ville de Besançon et correspondant de l'Institut. Peu après, début 1798, Luxot, dit de la Thébaudet, fut affecté au poste d'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées dans les Côtes du Nord. En 1803, il partit à Nantes diriger les travaux du port de commerce, puis en 1804, en Ille-et-Vilaine, prendre en charge la jonction de la Vilaine et de la Rance. Enfin, en 1819, il fut nommé ingénieur en chef des ponts et chaussées du Morbihan. Il prit sa retraite à Vannes en 1829, puis dans ses dernières années, à Paris où il mourut en 1844, quelques mois après Nodier. Les deux anciens amis ne se revirent sans doute pas entre Besançon, où Luxot ne retourna jamais, et ses dernières années parisiennes. Néanmoins, en 1809, Charles Nodier utilisa la maison familiale de Luxot à Édé, à une vingtaine de kilomètres de Rennes, en attendant son hypothétique embarquement pour la Louisiane. Tous deux correspondirent fréquemment, mais à peu près exclusivement sur des sujets entomologiques, jusqu'au départ de Nodier en Illyrie en 1813. La correspondance avec Luxot était motivée par des activités communes. Lorsqu'elles disparurent, elle cessa. Le papillon Nodier était allé butiner ailleurs, si je peux me permettre cette comparaison s'agissant d'entomologistes. L'année 1813 marque à peu près le milieu de la vie de Nodier. Au-delà, il fit un choix définitif et il oublia sa passion de jeunesse dans la phase de travail effectif. Pendant la période qui débuta en 1796, Luxot eut indéniablement sur Nodier un rôle inducteur, une influence scientifique au moins aussi grande, sinon plus, que Giraud-Chantran. Celui-ci intéressa son élève aux sciences naturelles, mais ce fut Luxot qui le fit se spécialiser à un niveau inhabituel pour l'époque, avec l'enthousiasme de la jeunesse et une vivacité d'imagination qui leur fit établir un peu prématurément des théories physiologiques aussi délicates que celles du rôle des antennes des insectes. Il faut dire à leur décharge qu'alors, les théories hasardeuses ne faisaient peur à personne. Des 2 ouvrages produits par Nodier à la fin du XVIIIe siècle, la dissertation résulte objectivement de sa collaboration avec Luxot. L'autre, la description d'insectes des environs de Paris et de Franche-Comté, rédigée en principe uniquement par un Nodier de 17 ans, pouvait être revendiquée par Luxot qui, plus âgé, s'était déjà beaucoup occupé d'entomologie. Les mentions du cabinet de M. Luxot montrent que le Rennais avait déjà une importante collection. Enfin, le titre de la description avec la mention « des environs de Paris » indique que l'œuvre ne pouvait pas être de Nodier seul. D'ailleurs, les 2 amis s'étaient déjà partagé le travail en Franche-Comté,
Charles Nodier s'était chargé des coléoptères et des hémiptères, Luxo des papillons. Ce partage dut présider aussi à la préparation du Muséum Entomologicum, grande synthèse projetée par Nodier en 1812. De retour en Bretagne, Luxo pensa rédiger un species, une systématique plus complète que celle existante. Le muséum, plus vaste, dut être la suite commune de ce projet. Même à cette époque, il fallait beaucoup de matière pour composer un tel ouvrage. Tandis que Luxo œuvrait en Bretagne, Nodier faisait en principe la même chose dans les Vosges, puis dans la région parisienne où il était venu chercher une situation et où il publia une bibliographie entomologique, 1801. Il annonça aussi son intention de rédiger une histoire des insectes, puis un nouveau système de classification. L'affaire de la Napoléone. En fait, cette musique du futur cachait une autre réalité. À cette époque, en effet, avait surgi l'affaire de la Napoléonée, un pamphlet rédigé par Charles Nodier contre Bonaparte, peut-être écrit en 1802 et qui ressortit certainement en 1804. Cette affaire trouble, voire sordide, fut l'un des éléments de l'emprisonnement du jeune homme à Paris, puis de son renvoi manu militari à Besançon. Le dossier de police donne un éclairage réaliste sur les activités parisiennes d'un jeune homme plus attiré par les plaisirs de la grande ville et les lieux de débauche, que par l'étude des insectes. Le 30 Frimaire en 22 décembre 1803, lors de l'interrogatoire qui suivit son arrestation, à la question « Mais enfin pourquoi aviez-vous composé cette pièce ?» Charles Nodier répondit « Je serais bien embarrassé de le dire, c'était dans un moment d'exaltation sans motif. Je sens que c'est une mauvaise action, et que l'on ne doit jamais se permettre d'écrire contre le gouvernement sous lequel on vit, lors même qu'on ne l'aimerait point. » Difficile de mieux s'aplatir, mais le jeune homme en était arrivé en si peu de temps à de telles extrémités après des bamboches qui paraissent avoir été effrénées, qu'il dut penser que sa seule planche de salut était de se faire arrêter. Dans une note du premier niveau au grand juge, c'est-à-dire au ministre de la Justice, le préfet de police précise en effet « Le journal de sa vie, de Charles Nodier, depuis 2 mois qu'il est à Paris et que j'ai trouvé parmi ses écrits prouve qu'il ne fréquentait ici que de mauvais lieux et qu'il est entièrement perdu de débauche. J'ai lieu de penser que le défaut de ressources en tout genre l'a porté à se dénoncer lui-même comme l'auteur de l'infâme écrit dont il est question. » Au cours de l'interrogatoire, Nodier avait prétendu qu'il s'était dénoncé pour éviter que soit inquiété l'homme à qui il avait montré son texte par un mouvement de vanité et de faiblesse. Quelle grandeur d'âme! Le préfet de police terminait en précisant qu'il avait retenu en détention le dit Nodier et l'avait envoyé à la prison de la Force pour y être traité des maladies vénériennes dont il était rongé. Quant aux insectes, il n'en était pas question sauf que l'interrogatoire mentionne des ouvrages annoncés par Charles Nodier. Une dissertation sur les organes des insectes, une bibliographie entomologique, une traduction des pensées de Shakespeare, un roman intitulé Le Proscrit, un autre intitulé Le Peintre de Salzbourg, sic, un autre intitulé Le Dernier Chapitre. Tous sont imprimés par Montandier, Maradan et Barba. J'ai une tragédie en 5 actes et en vers qui allait être mise à la lecture et qui porte pour titre Dinah. À la question « La biographie sic des insectes est-elle imprimée ?» il répondit de manière peu claire « Non, elle ne s'imprimera point, parce que j'ai changé d'opinion sur le fond et que je ne veux point avancer une chose qui n'est point suivant ma pensée. » C'était de la langue de bois, comme toute sa déposition. Sauf la bibliographie, rien ne parut, mais ces projets purent se retrouver dans le projet de Muséum Entomologicum et celui d'une description de coléoptères des Alpes et du Jura, description des Eleuthérets des Alpes et du Jura. Aucune ne vit le jour non plus. Les Bisontins ou plutôt l'Amicale, des anciens oratoriens tirèrent Charles Nodier de ce mauvais pas. Au ministère de la Police, avait été introduit comme bibliothécaire par Fouché, lui-même ancien oratorien, son confrère Mathieu Houdet qui était resté en relation avec son autre ancien confrère, Antoine-Melchior Nodier. Houdet demanda au maire de Besançon, Daclin, des renseignements sur le jeune homme. Les réponses de Daclin et du préfet du Doubs sont reprises dans la décision qui fut mise à la signature du grand juge. On peut les résumer ainsi. Charles-Emmanuel Nodier était le fils d'un homme public qui depuis 1790 avait constamment rempli des fonctions pour lesquelles il avait toujours fait preuve d'une grande probité et d'un parfait attachement à son devoir, sans préciser que cela s'était fait en coupant des têtes.
Le préfet du moment notait cependant qu'Antoine-Melchior Nodier avait fait la faute de conduire son fils dans les premières assemblées populaires, à un âge où il ne devait songer qu'à son éducation. Pour le préfet, les débordements du fils venaient de ce qu'il était léger, inconséquent et d'un esprit exalté jusqu'à l'extravagance, un peu fou pour dire vrai. Ce jeune homme n'avait-il pas dans tous les temps donné des marques de folie, jusqu'à s'enivrer d'opium ? Une dose trop forte avait même failli le faire périr. Il lui en restait de fréquentes attaques de nerfs. On le disait aussi atteint d'épilepsie, et il confirmait qu'il était traité pour des maladies vénériennes. Sa Napoléone, écrite depuis plusieurs années, n'avait pas été connue en ville et on produisait une lettre de Charles à sa sœur où il exprimait le plus vif enthousiasme et la plus grande admiration pour le premier consul. En conclusion, le préfet estimait qu'il fallait le renvoyer à son père qui pourra le faire soigner et surveiller, ce qui fut fait. Dans la lettre citée par le préfet, Nodier brossait un tableau assez étonnant de ses activités à Paris, théâtre, opéra, vaudeville et une longue description du théâtre des fantômes, de dîner de la parade dans la grande cour des Tuileries côté du Carrousel, des uniformes, des chevaux et des hommes du pouvoir, au premier rang desquels Cambacérès, vu de fort près, Lebrun et Bonaparte, dont Nodier brosse un portrait brillant et enthousiaste, qui se termine par « Mais laissons-les ces petits hommes, les ennemis de Bonaparte », et revenons au grand homme par excellence. Je l'ai vu pendant une demi-heure, et si vous aviez été près de moi, si vous aviez pu partager mon enthousiasme et mon délire, cette demi-heure serait la plus belle et la plus importante de ma vie. Étonnant venant d'un opposant. Quant aux insectes et aux sciences naturelles, il n'en est question nulle part. De Quintigny à Lilliri. À Besançon, Nodier continua à conspirer, du moins le pensait-il. Poursuivi ou croyant l'être, il s'enfuit et erra dans la campagne. En 1806, il publia Les Tristes jusqu'à ce qu'en juillet, avec, dit le docteur Magnin, l'appui du préfet Jean Debry qui se serait pris de sympathie pour lui parce qu'il était lui-même amateur de sciences naturelles et notamment de botanique, il ouvrit à Dole, le 4 juillet, dans l'ancien couvent des Cordeliers, un cours de philosophie, de belles-lettres et d'histoire naturelle. Néanmoins, on peut douter de ce soutien à ce cours, à lire les rapports du préfet Debry en 1808. Ce magistrat qui avait poussé à la destitution du père de Nodier, réalisé le 24 mars, rendait compte au ministre de la police générale, 7 avril 1808, de l'évasion, pour Dole, du sœur Nodier, Charles-Emmanuel, placé en surveillance spéciale à Besançon. À ce moment, le seul soutien que Debry lui accorda fut la demande, ajoutée en post-scriptum, qu'il fit au ministre de laisser le jeune homme dans le Jura, car il venait d'apprendre qu'il avait trouvé de l'occupation dans les bureaux de la sous-préfecture de Dole, où, travail peu reluisant, il copiait les tableaux de conscription. Où être mieux surveillé que là ? Debry ajoutait que sous le rapport politique, son désœuvrement, à Besançon, ne pouvait que lui être infiniment préjudiciable. Nodier fit de nombreuses demandes pour être libéré de la surveillance dont il était l'objet, afin de lui permettre de faire ses recherches bibliologiques sur les langages primitifs. Il obtint cette levée l'année suivante avec l'autorisation de se rendre à Amiens, où il avait trouvé du travail mais sans résider à Paris. Le 31 août 1808, il épousa Désirée Liberté Charve, fille d'un juge ami de son père, lequel mourut le 10 octobre suivant. Se place ensuite, entre autres, pour Nodier, le passage à Amiens comme secrétaire d'un baronnet féru d'érudition, la rencontre avec Duménil, originaire de la région, en 1811. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.